Ancien coureur cycliste, Steven Le Yarrick s'est trouvé une âme d'aventurier. À 33 ans, il accomplit à vélo la traversée de l'Himalaya népalais sur une des traces les plus difficiles au monde, le Great Himalaya Trail. 2000 km à parcourir en moins de 60 jours et 20 cols à franchir à plus de 5000 mètres d'altitude, c'est le défi que s'est lancé cet amoureux des montagnes. Rouler sur l'impossible, au plus près des étoiles, avec comme seul objectif la réalisation de son rêve d'Himalaya. J'ai eu peur 1000 fois, mais là, là c'est parti. Je ne réalise pas vraiment encore. Et tant que je ne serais pas arrivé à Katmandou, je n'aurais pas réalisé, mais je suis encore sous tension et au bord des larmes. C'est beaucoup de travail pour un gros rêve, mais bon, c'est comme ça, c'est l'aventure. Je navigue encore entre le stress et l'excitation. J'ai tout laissé derrière moi. Il y aura un avant et un après l'Himalaya. Le Népal, c'est le toit du monde. Une fine bande de terre coincée entre deux géants asiatiques, l'Inde et la Chine. À l'arrivée, je retrouve Ngawang, un jeune Sherpa féru de vélo. Je suis heureux de te rencontrer. Il sera mon guide pour les 2 prochains mois. Le Great Himalaya Trail est la trace la plus longue au monde. Beaucoup de chemins sont des sentiers locaux. C'est difficile? C'est dur, oui. C'est un duel avec la montagne, avec la route. C'est un challenge physique aussi parce que c'est long. Ce sont des altitudes élevées. Le corps est mis à rude épreuve. Ngawang, en plus d'être le guide, sera également le chef mécanicien. Beaucoup de choses reposent sur lui. Première des choses à faire, tester nos vélos. Car dans les montagnes, nous pourrons difficilement réparer. Notre vol pour l'est du pays est dans 3 jours seulement. En attendant, j'en profite pour déambuler dans la ville qui a chamboulé ma vie. Car ce n'est pas la première fois que je viens à Katmandou. Il y a 2 ans, j'ai passé 4 mois ici. C'est ici que m'est venue l'idée de cette aventure. Allier mes 2 passions, la montagne et le vélo. La vallée de Katmandou, c'est le cœur du Népal. Les plateaux autour de la ville bénéficient de sols remarquablement fertiles. Sur les champs en terrasse, le blé s'épanouit en hiver, juste avant la plantation du riz. Le climat permet 3 récoltes par an. Dans la région, le VTT a fait son apparition dans les années 80, avec les expatriés voulant découvrir les collines alentours. Il n'est pas rare de croiser des cyclistes, mais aujourd'hui, c'est mon vélo qui intrigue les habitants. J'ai toujours fait du vélo. Je suis fait pour ça. J'ai longtemps fait de la compétition en tant que coureur élite. Dans l'épreuve, j'avais assez de mental pour sortir le meilleur de moi-même. Mais au fond de moi, je n'étais pas heureux. Ma vie n'avait aucun sens. Alors, j'ai tout arrêté pour découvrir qui j'étais vraiment. J'ai pris un aller simple pour Katmandou. Là, en quête de spiritualité, j'ai commencé à ranger le désordre dans mon esprit. J'ai même pensé devenir moine. Pour me rendre utile, je suis devenu prof d'anglais dans plusieurs écoles de la ville. Tu te rappelles? Tu te souviens de moi? Je suis heureux de vous revoir. Vous allez bien? Oui. Au Népal, l'école est gratuite et obligatoire de la 6e à la 11e année. Mais beaucoup d'enfants arrêtent bien avant.
Seuls 84% des Népalais sont scolarisés. Le système éducatif est dans un sale état. Il manque du personnel qualifié et des locaux. Toi, tu veux? Cette école, malheureusement, va disparaître. On est à l'école où j'étais prof l'an passé et ça n'a pas changé. On m'avait dit que le gouvernement changerait, construirait soit une autre école, soit au moins un toit. C'est un des problèmes politiques. En fait, cette rivière, ils veulent faire une route ici, donc ils ont détruit des habitations sur cette route-là. Et ils vont en faire un lieu de passage. Du coup, ils veulent détruire cette école. Et ces étudiants n'auront pas d'école où aller. Là, il m'a demandé, le prof, de les aider encore, d'essayer de faire le maximum pour essayer de les aider financièrement à reconstruire au moins un toit et pourquoi pas une école. Et voilà. À très vite. L'école est en plein bidonville. C'est une décharge à ciel ouvert. Les ordures, on les jette dans la rivière. Un geste qui me révulse totalement, mais qui n'a rien d'anormal ici. Malheureusement, c'est ainsi dans de nombreuses villes asiatiques. Le Népal est un pays aux coutumes très anciennes et assez déroutantes pour un Européen comme moi. Elles exercent pourtant un pouvoir de fascination véritable. L'hindouisme et le bouddhisme dominent le pays, mais 80% de la population se dit hindoue. À Pashupatinath, les défunts sont transportés jusqu'aux ghattes de crémation au bord de la rivière. Les bûchers sont continuellement enfumés. Les morts se consument lentement, à la vue de tous. Les cendres rejoignent ensuite le Gange, mère de tous les fleuves. Au Népal, la perception de la vie change étrangement. Les esprits sont fortement sollicités. C'est ce qui m'attire dans ce pays, une quiétude permanente. En lisière de la ville, sur une butte verdoyante, se dresse le majestueux stupa de Swayan Bodhnath. Il y a plus de 2500 ans, le légendaire patriarche Manjuri aurait découvert à cet endroit l'ancien lac de la vallée et son lotus emblématique. C'est le plus saint des sites bouddhistes de Katmandou et l'un des plus anciens sites religieux du Népal. Le calme m'envahit subitement. Chaque matin avant l'aube, les pèlerins montent les 365 marches qui mènent en haut de la colline, avant de pratiquer la Kora, une révolution autour du stupa, dans le sens des aiguilles d'une montre, en signe de respect et de soumission. À la base, le dôme blanc signifie la création. Il représente le monde. Au-dessus du dôme est posée une structure cubique avec les yeux de Bouddha qui regardent vers les 4 points cardinaux. Enfin, 13 anneaux d'or viennent chapeauter le tout. Ils représentent les 13 degrés de connaissance qu'il faut avoir pour gravir le chemin de l'éveil et atteindre le nirvana. On est au Sambhu Temple, qui est appelé le Monkey Temple par les Occidentaux, qui est mon temple préféré à Katmandou pour des dizaines de raisons, mais la principale, c'est qu'il est en hauteur. J'ai toujours été bien ici, ça a été le premier temple que j'ai visité lors de mon dernier voyage ici, et ça m'a toujours apaisé. C'est toujours le premier endroit où je viens quand je viens à Katmandou, donc voilà, j'y venais tous les jours. J'adore être là, j'adore voir ces petits singes
qui courent partout. J'adore cet apaisement qui arrive lorsqu'on fait tout le tour, on fait tourner ces moulins à prière, etc. J'adore être ici. Accrochés au stupa, des bannières de tissu coloré présentent les textes sacrés. Le bleu pour l'espace, le blanc pour l'air, le rouge pour le feu, le vert pour l'eau et le jaune pour la terre. Tout ici a un sens. Et chaque frémissement du tissu dans le vent libère les prières vers le ciel. Je suis chargé d'ondes positives. 1 an que j'attends ça. Traverser l'Himalaya, sur mon vélo, dans des paysages grandioses, à la rencontre des Népalais. Mais il me fallait un défi également, plus physique. J'ai donc choisi la trace la plus haute et la plus difficile, le Great Himalaya Trail. Dernier échauffement sur les collines de Katmandou, histoire de se mettre en jambes. Au sud du pays, les terres sont à peine au niveau de la mer. Mais au nord, là où nous allons, se dressent les plus hautes montagnes de la planète et les plus dangereuses. Avec mon guide, nous allons les traverser d'est en ouest sur 2000 km. Je sens que Ngawang a une âme de compétiteur. J'étais comme lui à 20 ans, mais pour moi, la vitesse c'est terminé. Espérons que ce jeu entre nous ne prenne pas le dessus. Au-delà de l'effort physique, c'est surtout l'aventure humaine que je recherche et les rencontres. Ça descend vite, mais nous n'aurons que rarement ce genre de piste. Là-haut, les chemins sont bien plus étroits et plus escarpés. Nous préparons nos sacs et celui du porteur également. À pied, il faut 5 mois environ pour venir à bout du Great Himalaya Trail. Moi, je me suis donné 60 jours, pas plus. Mon sac pèse 14 kilos, sans compter le vélo qu'il faudra porter sur une bonne partie du parcours. Enfin, nous faisons un point sur la carte, avant de nous coucher une dernière fois dans la nuit de Katmandou. Tu sais, cette partie est vraiment difficile. C'est peut-être 4, 5 ou 6 jours. Quelle partie est difficile? Celle-là? Oui, celle-ci est vraiment compliquée. Et celle-là aussi. Je me rends compte que nous partons à l'aveuglette, mais c'est ça l'aventure. Au fond de moi, j'espère que Ngawang se trompe et que nous pourrons faire plus de vélo que prévu. Direction Badrapur, un petit aéroport de campagne, à la frontière avec l'Inde, tout à l'est du pays. Puis, 10 longues heures de route, en 4x4, jusqu'à Taplejung, où nous commencerons vraiment à pédaler. J'ai toujours été malade en voiture, et le Népal, c'est le cauchemar de tous les estomacs fragiles. Avec les virages qui se succèdent, mon corps décroche petit à petit. Au bout de 8 heures de route, c'est encore pire. Je tétanise dans la voiture. Mes camarades commencent sérieusement à douter du sportif que je suis. Moi aussi. Et si ce projet était trop dur pour moi? Steven, tiens, de l'eau. C'est de la bonne eau. You have a big bike. Ready? You are ready for Great Himalaya Trail now? Yes, ready. Cette fois, c'est parti, et le temps nous est compté. Nous prenons la direction du camp de base de Kanchenjunga, à 5160 mètres d'altitude. C'est le vrai point de départ du Great Himalaya Trail.
Mais il faudra une semaine pour l'atteindre si tout va bien. Nous traversons nos premiers villages. Les enfants cassent les pierres. Les femmes sont parées de leurs plus beaux atours en or massif. Les regards sont intenses. Ça fait du bien de faire vraiment du vélo et de vraiment y être parce que là, Ngawang il est parti très vite. Je n'étais pas du tout réveillé et puis j'étais encore un peu patraque d'hier. Et là, au pied de la montée, il m'a attaqué une fois, deux fois, trois fois. J'ai rien dit et puis à la quatrième fois, je lui ai dit ciao. Il me dit what, ciao. Et puis je suis parti. Je veux simplement rouler très proche de lui. Quand il s'agit de grimper, il est beaucoup plus rapide que moi. Je veux rouler près de lui parce que je veux apprendre. C'est un pro. Dans les descentes, je peux le suivre, mais dans les montées, c'est impossible. La première crevaison. Ngawang Dawa Sherpa. Nous sommes mi-mars. Il fait 25 degrés. La piste est dans un sale état, mais encore praticable à vélo. Ça monte et ça descend très fort. Ngawang connaît bien mon parcours de sportif. Il n'hésite pas pourtant à me prodiguer ses conseils, même pour poser mon vélo. Ça fait 25 ans que je fais du vélo, tu sais. Comme ça, il est bien. Les jeunes sont tous regroupés autour du carom, une sorte de billard indien. Le but, placer des pions de couleur dans les trous situés aux quatre coins de la table. Tout le monde y joue dans le pays. Mais pas le temps de s'attarder. Nous avons de la route à faire, 2000 km. La vie au nord du pays est rude, soumise à l'altitude et au manque de précipitations. Les habitants se sont traditionnellement tournés vers le commerce, traversant à pied les géantes montagnes, sillonnant de minuscules sentiers de village en village, avec leurs caravanes de mules ou de yaks. Allez les gars. Ngawang est lui aussi un aventurier. C'est un jeune Sherpa, mais un bon cycliste et il a de l'ambition. C'est comme un rêve. Pouvoir explorer mon pays à travers le Great Himalaya Trail. Ce que j'aimerais, c'est devenir le meilleur cycliste du Népal un jour. Mais c'est pas facile d'y arriver. Il faut que je m'accroche. En 2-3 ans, je peux atteindre le 2e niveau. Et après, je veux passer au premier niveau. Être le meilleur. Au 3e jour, c'est le début des hostilités. Je m'y étais préparé. Les chemins ne permettent plus de rouler. Il faut porter le vélo, en plus de mon sac à dos. Je vais m'apprendre à porter le vélo, le cowboy. En tout, une 30aine de kilos. Un peu moins que le sac de notre porteur, qui nous rejoint en fin de journée. J'ai une affection vraiment particulière pour les porteurs
Pour moi, c'est la quintessence de l'effort, quoi. Être porteur, c'est porter les habits, matériel d'expédition, de longues expéditions, mais aussi pour travailler. Ils portent du lait, ils portent des casseroles, des fois des armoires, des fois des tôles ondulées, et ils portent leur vie avec eux. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de garder un sac lourd et de monter ce projet aussi en portant notre matériel, portant nos vélos. Mais j'ai tellement de respect pour ces gens-là et je vois tellement d'apaisement dans leurs yeux, dans leur vie. J'ai l'impression que c'est tous les jours une longue méditation. Ngawang, il faisait ça quand il avait 8-9 ans. Il a commencé, il portait déjà entre 25 et 45 kilos. Je suis vraiment touché par ces hommes, ces femmes qui portent tous les jours un peu de nous, quoi. Un peu de nous sur leur dos et qui se plaignent jamais. Dans les hautes montagnes du Népal, les porteurs sont indispensables aux expéditions et à la survie des villages. Il n'y a aucun autre moyen d'acheminer les marchandises. Progressons lentement le long de la rivière. À son arrivée, notre porteur décide d'abandonner l'aventure. Le sac est trop lourd pour lui. Là, ils vont s'engueuler pendant un moment, je pense. Et là, le porteur veut partir. Donc, ils ont appelé son frère tous les deux parce que Ngawang s'est engagé avec son frère, etc. Donc, beaucoup de drôles d'histoires, heureusement. Quoi. On a des chèvres avec nous parce que pour l'instant, je m'en mêle pas, je le laisse gérer. Et puis, je sais que c'est dur pour Ngawang parce qu'il a déjà craqué hier ou avant-hier aussi. C'est pas facile l'aventure, c'est un choix de partir 60 jours comme ça et de laisser sa vie derrière soi et d'en commencer une autre dans la difficulté, mais ça apprend beaucoup, quoi. Le problème, c'est que sans porteur, la suite de l'aventure va être compliquée. Finalement, c'est Anwar, un villageois un peu fou, qui le remplacera. La nuit sera parfaite, entre le bruit de la rivière et le ciel étoilé. Aujourd'hui, il faut aller le plus haut possible. Grosse journée de portage en perspective. Faut que je commence à me caler avec le vélo, le portage, tout ça. Et ça va aller, mais les début de journée, c'est toujours dur pour moi. Des plateaux désertiques aux vallées luxuriantes, les paysages changent vite sur de courtes distances. La végétation se transforme radicalement. De 2000 à 3000 mètres d'altitude, c'est une zone tempérée chaude. Elle précède une zone tempérée froide. De 4000 à 5000 mètres d'altitude, on trouve les dernières traces de végétation. Plus haut, ce sont les neiges éternelles, les glaces et les vents qui dominent. Le chemin a été tracé par des locaux qui le travaillent chaque année un peu plus. Face à des vaches ou des porteurs chargés à bloc, il est difficile de se croiser sur un sentier d'1 mètre seulement, avec sur le côté, souvent de sacrés précipices. Pendant la saison des pluies, les ponts de fortune sont emportés par les rivières en crue, isolant un peu plus les villages en hauteur. À l'automne, les villageois reconstruisent les ponts en bois, rétablissant le lien avec les vallées. Dès que c'est possible, Ngawang enfourche son vélo, même pour quelques mètres. C'est vraiment un clown. C'est un gosse.
Après les 20 km de montée, nous arrivons au lodge, épuisés. T'auras jamais fini comme ça. Ngaong est un fan de jeux vidéo et tous les soirs, il en profite pour s'amuser un peu. Non, je sais pas. Ensuite, comme si les efforts de la journée n'avaient pas suffi, nous nous mettons au travail. Ngaong a coupé du bois toute sa jeunesse. Il ne s'arrête plus. Les bûches rangées, empilées, nous pouvons enfin nous reposer. Le temps s'écoule différemment au Népal. Les nuits sont longues et réparatrices. Pour le petit déjeuner, c'est chapati. Ce sont de petites galettes de blé, souvent accompagnées de pommes de terre au curry. Tous les jours, le sac est de plus en plus gros. Ça veut dire que je suis passé ici plusieurs fois. C'est comme une prière pour Dieu. On met du tissu, des fleurs ou de l'argent. Vers la fin de la journée, la trace est un peu plus praticable. Ngaong est euphorique. J'accélère, mais il ne baisse pas les bras. Au contraire. C'est très excitant. Mais à 3500 mètres d'altitude, c'est dur pour moi de rester dans sa roue. À l'entrée du village, malgré la fatigue et le manque d'oxygène, je suis heureux d'entendre les rires des enfants, étonné de voir arriver là des vélos. Namaste. Je suis arrivé trop tard. Non, je t'ai dit que si tu venais vers 18h30, ça irait. Je sais bien que c'est difficile à porter. Oui, c'est vrai, j'avoue. C'est un peu dur dans les montées. Nous sommes une dizaine autour du poêle. Un homme m'explique que j'intimide les femmes avec ma barbe et ma stature. Le jour se lève. Les fumées envahissent l'air, alors que le soleil allume les sommets. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Beautiful. Nous prenons la direction de Camp Bachen, le camp de base d'approche de toutes les expéditions vers le Kanchenjunga, le 3e plus haut sommet du monde. Les effets de l'altitude se font sentir dès 2400 mètres. Plus haut, on risque le mal des montagnes. Comprenez l'incapacité du corps à s'ajuster à une ascension trop rapide. Ce sont des céphalées, des nausées et une grande fatigue. Dans le pire des cas, il peut se transformer en œdème cérébral ou pulmonaire.
Mes jambes sont fatiguées, mais j'ai hâte d'y arriver. Si tout se passe bien, nous y serons dans 48 heures. Là, je suis plus trop dans mon univers. Ouais, j'ai passé des moments pas faciles. Et ouais, on a passé 7 heures à porter le vélo sur des pentes très très compliquées, même avec pas mal de cailloux, avec 200 mètres de vide en dessous. Ouais, faut commencer à être attentif et là, je commence à avoir un tout petit peu mal à la tête, un peu voir flou et tout. Donc, on va s'arrêter boire, manger, et puis voilà, c'est ça l'altitude, il faut gérer tout le temps son effort. J'ai hâte d'être à 4007, d'être à la hauteur du Mont Blanc. Donc rendez-vous à Kanchenjunga maintenant. On va essayer d'aller d'ici jusqu'à Lonak. Mais Lonak est fermé. Tous les lodges sont verrouillés, alors on ira demain. Si on y va aujourd'hui, il faudra dormir dehors. Tu vois, c'est un gros problème. C'est de la tsampa. C'est le repas le plus efficace et le plus diététique pour les alpinistes. Ici, il y en a qui mangent que ça. Et tu prends des calories et tu as un indice glycémique qui est hyper bas, c'est hyper efficace. Donc là, ça va nous remettre sur pied. On va pouvoir monter Kanchenjunga en 1h30 et revenir. Après la solide tsampa tibétaine, à base d'orge, nous avons droit au traditionnel dalbat. C'est quoi le dalbat? Le repas de l'Himalaya. Dal, ce sont des lentilles. Et bat? Bat, le riz. Le dalbat, les Népalais en mangent 2 fois par jour. C'est de l'énergie pour 24 heures. Là, ce sont des pâtes. Elles sont salées, très salées. Des pâtes avec des légumes. Il est pire que les enfants, ce mec. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Avec de la belle musique. Les paysages du Népal sont issus d'un violent télescopage géologique encore actif aujourd'hui. Il y a 50 millions d'années, le sous-continent indien est venu se frotter à la plaque eurasienne, déclenchant des tremblements de terre et faisant ainsi naître l'Himalaya centimètre par centimètre. L'Himalaya, c'est la demeure des neiges en tibétain, une chaîne de montagnes qui s'étire sur plus de 2800 km, du nord du Pakistan au sud-est de la Chine. La température extérieure est de, je sais pas, 0 degré. Les étés y sont courts et les hivers rigoureux, accompagnés d'impressionnantes chutes de neige et de vents violents. Un trek au Népal est une fascination particulière, difficilement explicable. L'imaginaire joue ici un rôle important, imprégné de la quête du Shangri-La, décrit par James Hilton dans Les Horizons perdus. Il s'agit d'un lieu dans lequel on voit de splendides paysages et où le temps est suspendu dans une atmosphère de paix et de tranquillité. Le paradis des cimes en sorte. Nous sommes partis trop tard ce matin. Il faut avancer vite, car nous devons absolument revenir au camp de base pour dormir. Là-haut, en cette saison, tous les refuges sont fermés. Mais soudain, la neige se met à tomber. Des petits flocons d'abord, puis des plus gros,
bien plus collant. Nous sommes à 4 km du but, mais la neige recouvre la piste. Nous n'avons pas le choix que de rebrousser chemin. On doit s'arrêter quoi. Là on peut plus continuer, on peut plus faire de vélo, on a tout tenté. Et du coup là il fait une cérémonie peut-être en pensant que c'est le vrai départ de notre expédition et ça ne l'est pas parce qu'on n'a pas atteint le camp de base et pour moi ça n'a pas vraiment commencé. Donc là il fait une cérémonie avec des flags pour nous protéger. Ah, il y a toujours un moment dans les expéditions où on comprend pourquoi on a fait le choix de venir là. C'est ça que je viens chercher, c'est la réalité quoi. C'est la nature, c'est les éléments, c'est la difficulté, c'est la neige, le froid. C'est le mal des montagnes qui me guette. Voilà, et puis ouais, aller chercher quelque chose quoi. Donc là, même en revenant là où on était, on va aller chercher quelque chose en nous chacun et demain on en sortira différent, grandi je pense, mais en tous les cas différent et voilà, c'est ça l'aventure telle que je la conçois, c'est-à-dire vivre quelque chose et le partager et le montrer aussi parce que là c'est un petit échec. Hein. On est là pour jouer avec la nature, mais la nature, elle joue pas. Nous avons pu rejoindre le campement et dormir 3 petites heures. Deuxième tentative. L'énergie et l'envie sont là. Rien ne pourra m'arrêter. Tentative sur neige cette fois-ci. La neige est tombée en masse cette nuit. Autour de nous, des sommets à plus de 7000 mètres d'altitude, des séracs et des corniches glacées. La neige glisse sous mes pieds, le souffle est court et le froid sec me frappe le visage. Je commence doucement à me mettre dans ma bulle. Il faut être concentré pour affronter les éléments. J'ai appris cela en faisant du vélo. Devenir en quelques minutes un animal de courage et de volonté. Ce projet, en plus d'être ancré dans une certaine spiritualité, est aussi un défi physique et psychologique. Finalement, nous arrivons face au Kanchenjunga, le 3e plus haut sommet de la planète. 8586 mètres d'altitude. C'est l'une des parois les plus impressionnantes de la Terre, redoutée par les plus grands alpinistes. Cette fois-ci on y est. Ça c'est Kanchenjunga. Plus de 8500 mètres, c'est le 3e sommet du monde. Ça ponctue une première semaine très, très difficile ici. Surtout sur l'acclimatation en altitude, au-dessus de 4000, ça commence à être dur pour nous. Là, on est à plus de 5000 mètres, 5140. C'est aussi le début du Great Himalaya Trail. Et voilà, c'est un retour aux sources parce que là, on est à la montagne, la vraie montagne, avec des vélos. Et c'est ça aussi le mountain bike. En tout cas, au Népal, c'est ça. Ça fait plaisir d'être ici. Et ouais, c'est cool parce qu'on a eu des conditions incroyables du coup. On a eu que du blanc. C'était très difficile d'arriver jusque-là, avec des chemins compliqués. Tu es dans ton jardin là? Oui. Finalement, on est arrivé au camp de base. Et on est heureux. Je suis hyper content. On a été au bout du truc et maintenant c'est le vrai départ et on va pouvoir
savourer. Il reste plus que 40 jours, 45 jours. La véritable aventure commence ici. C'est le point de départ de mon rêve d'Himalaya. Nous redescendons jusqu'à Gunsa et bifurquons vers l'ouest, direction Olongchongola, un ancien village de réfugiés tibétains. On arrive à Olongchongola et vraisemblablement c'est un événement qu'on arrive parce que en fait ils n'ont jamais vu de vélo. Namasté. Ici, les siècles sont passés sans laisser de traces. Hey, c'est toi! Du vélo à plus de 4000 mètres, c'est quand même pas mal. Je sais pas si beaucoup de gens ont roulé ici. En tout cas, moi je suis content. Je suis content d'être là. On s'est levé à 2h30 ce matin. On est parti à 3h. Et là c'est notre premier vrai stop, quoi. Ça c'est ma main après 10 jours de Great Himalaya Trail, de portage. Et ça c'est mon pied. Très sympa. C'est bon? Ngaong part comme une flèche. Lui aussi a besoin de se prouver quelque chose. Mais nous allons trop vite, et je n'ose pas lui dire. Dans ce genre d'aventure, il faut savoir aller loin, sans s'abîmer. En somme, il faut accepter ses limites. Voilà, c'est parti pour le Lumba Sumba Pass, avec Nawang dans ses œuvres. On est pour 3 heures. Faut pas passer, il y a trop de neige. Il essaie de trouver une solution, Nawang, mais j'ai l'impression qu'il est perdu. Bon, il repart. Du coup, on va monter ça. Le Great Himalaya Trail est une trace qui change tous les jours en fonction de la météo. Aujourd'hui, avec la neige, elle est carrément invisible. Nous nous arrachons tous les deux, le souffle court. Nawang, il me demande d'accélérer. Je suis mort, il me demande d'accélérer. On est à plus de 5000. Il est fou, ce type. Nous enchaînons les cols. Le Nangola Pass à 4776 mètres, puis le Lumba Sumba Pass à 5520 mètres d'altitude. Ça y est, je lui tiens ce pire moment de séjour. On vient de s'engueuler avec Nawang. Ah, c'est fort. Il va trop vite, il comprend pas qu'il doit m'attendre. Il a peur qu'on reste bloqué. Rapidement, la neige disparaît pour faire place à la végétation. Nous trouvons refuge dans une ferme un peu plus bas. Hey, how are Comment you? tu vas? Fine. Bien? Non? Au vélo sur le toit de la Yakaus. Les peuples ici partagent un héritage tibétain dominé par le bouddhisme. Mais dans les hautes montagnes, certaines communautés ont gardé leurs traditions chamaniques. Au coin du feu, je participe au rituel censé nous protéger.
À l'orée du jour, les femmes sont les premières debout pour raviver les braises. Un rapide petit déjeuner et nous devons partir. Bon, je fais comment là? Je fais pipi sur moi ou... Je connais pas beaucoup de pays où il peut faire -5 un jour. Et le lendemain, 25-30 degrés à 20 km d'écart. Avant la première difficulté du jour, c'est l'émeute. Il y a une manif. On veut des vélos. Un vélo? Non. Non, pas de vélo? No bike? C'est sans doute la première fois qu'ils voient un vélo. Je trouve ça cool. J'espère qu'un jour ils en auront moins. Parce que c'est cool de faire du vélo. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ngaong a cassé sa roue arrière. Depuis le début de l'expédition, il enchaîne les problèmes. Dans le village de Bung, il tente en vain de réparer son vélo. Mais il doit finalement se résigner et repart sur Katmandou pour changer sa roue. En attendant le retour de Ngaong, je poursuis seul mon aventure. Et ça me plaît. Fini la course, je prends mon temps, tranquillement. Dans ce pays, nous sommes loin de la propriété privée occidentale, typique de la petite bourgeoisie. La porte ici n'est jamais close. Pas besoin d'autorisation pour entrer. Devant la maison s'étend la cour, souvent de terre battue. C'est un lieu important. On y réceptionne les récoltes, on y étend le linge, on y accueille les vaches. On y passe une longue partie de la vie. L'architecture rurale est très simple au Népal. Les maisons sont faites de briques de boue, de bambou ou de roseau, avec un toit de chaume et parfois de tôle. C'est ma mère. J'étais un peu malade en fait, ça fait 2-3 jours que je suis malade. Je pense que j'ai un contre-coup des 15 jours qu'on a passé ensemble avec Nawang où c'était un peu la course de se lever parfois à 2h du matin, partir à 2h30 et d'être tout le temps épuisé et d'être tout le temps dans une course que je fuis depuis longtemps, quoi. C'est pas le sens du projet, donc là j'essaie de revenir à moi-même, j'essaie de revenir aux fondamentaux de ce projet, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, rencontre des populations. Bien sûr qu'il y a un fond d'esprit d'aventure, il y a un fond de challenge, il y a un fond de record, de quelque chose de nouveau, mais on n'est pas là pour faire la course, quoi. J'enchaîne les montées, les descentes, mais ici, impossible de les faire en vélo. Les pentes sont bien trop raides. Je dois me battre pour rester sur mes jambes.
Je n'ai fait que 500 km depuis le départ, une trentaine par jour seulement. Mon vélo ne m'est pas d'un grand secours pour l'instant. C'est même plutôt un poids dont je me passerai bien. Alors j'avance et je souffre en silence. Il me reste encore plus de 1500 km à parcourir et de nombreux cols à passer. Ce ne sera pas facile, mais je suis venu pour me surpasser et réaliser mon rêve. Je suis entre deux eaux. Je suis mi-bien, mi-mal. C'est le défi que s'est lancé cet amoureux des montagnes. Rouler sur l'impossible, au plus près des étoiles, avec comme seul objectif la réalisation de son rêve d'Himalaya. Depuis Taplejung, avec le Sherpa Ngaong, mon guide, nous avons mis une semaine pour atteindre le camp de base du Kanchenjunga, 3e plus haut sommet du monde. C'est aussi le point de départ du Great Himalaya Trail. Là, on est à la montagne, la vraie montagne. Depuis, nous nous arrachons, vélo sur le dos, dans des descentes vertigineuses et des montées diaboliques. 3 semaines déjà que nous roulons sur le ciel, dans la neige ou dans la moiteur de la jungle. À Bung, Ngaong a cassé sa roue arrière. Il a dû repartir sur Katmandou pour la faire réparer. Je poursuis donc seul mon aventure jusqu'à son retour. Il me reste 1500 km à parcourir. Dans les villages, on m'accueille les bras ouverts, avec des sourires qui me réchauffent le cœur. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Je suis à présent sur la trace basse du Great Himalaya Trail. C'est la jungle. Dans cette partie du Népal, l'élevage et l'agriculture sont très présents. Les forêts ont disparu et les terrasses occupent les pentes inhospitalières. Des générations entières ont consacré une énergie considérable pour défricher les versants abrupts et créer des terrasses cultivables. De nos jours, les efforts continuent encore pour les entretenir, car l'érosion ici-bas les menace continuellement. Tout le monde au Népal est agriculteur. Le moindre lopin de terre est cultivé. Les récoltes sont toutes destinées à la consommation. Rares sont les paysans qui les vendent. J'ai lu un poème népalais assez beau sur l'agriculture. L'heure du repiquage, l'éclair a zébré, le tonnerre a chanté, le ruisseau bondit sous les nuées et fait danser mon cœur. Les taches de boue mûrissent sur ta blouse, jolis ornements. Qui se soucie que demain, la mort nous cueille? Au-dessus des cultures, des forêts denses peuplent les sommets. Quand les enfants ne sont pas à l'école, ils conduisent les bêtes au champ ou ramènent le bois de chauffe. C'est rare de les voir s'amuser. Les parties à vélo sont limitées. Pour l'instant, je le porte sur le dos comme un lourd fardeau, 60% du temps. Musculairement parlant, les cuisses travaillent très fort et mes quadriceps sont déjà dans un sale état. Heureusement, les rencontres fortuites soulagent ma solitude. Mon vélo intrigue.
en train de me faire piquer mon vélo. Sur la route de Salary, il y a 2 mômes qui... Je leur ai dit s'ils voulaient me tenir le vélo et... En fait, ils comprennent pas bien l'anglais, comme beaucoup ici. Du coup, ils sont en train de le pousser. C'est plutôt drôle. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est long, c'était 70 km. Je suis tout seul. Donc voilà, ils m'ont soulagé de 500 mètres. C'est cool. Ouais, j'ai pris vraiment mon pied, j'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup plus que d'habitude. Le fait d'être seul, le fait de gérer ma vitesse et le fait de toujours avoir de l'accueil des gens, pas avoir de filtre en fait, parce que avoir un guide c'est avoir un filtre. J'ai pas eu ça depuis le début et en fait c'est ça que j'attendais de ce voyage et du coup c'est ce genre de journée que je vais vivre régulièrement, quitte à m'enlever des cols extrêmement difficiles, réputés, etc. À la rigueur, je m'en fous, quoi. Je préfère rencontrer des gens et partager des choses et vivre des émotions. Et avec un beau gilet. Il va bien avec mon vélo. Tous les matins, j'entretiens mon vélo pour que les rouages soient bien réglés. Je brosse la chaîne avant de lubrifier la transmission. Et c'est parti pour une folle journée. Ngaong est de retour. Espérons que son vélo va tenir le coup jusqu'au bout de l'aventure. « 20 jours déjà que nous crapahutons sur des chemins escarpés, au bord du vide. Les routes sont un peu plus praticables à présent, et nous prenons du plaisir à engranger les kilomètres, même si les versants restent abrupts et dangereux. Pour ce qui est des distances journalières, en vélo, c'est du simple au triple. Dans les vallées, nous profitons de quelques échoppes installées au bord de la route. Ça vient du Bangladesh. Je suis sûr que ça vient dans des tuyaux hyper courts. Le secret de la réussite. Et voilà. L'étape du jour est presque plate. 100 km à parcourir. C'est la course, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et à chaque fois que je lui passe devant, Ngaong se fait un plaisir de me rattraper. Nous mangeons la poussière. C'est assez intéressant. Pour une étape plate, je pensais que ce serait plus chiant et en fait la fin c'était assez varié et tout. Surtout il faisait la course, il m'attendait au kilomètre 0, là, il me dit ouais ça fait 11 minutes que je suis là, j'avais dit que j'arriverais à 11h, je suis arrivé à 11h01. Il est vraiment dans une course quotidienne et en fait je me rends compte jour après jour, du coup je suis resté 90% avec lui et puis après je le laissais faire ses trucs parce que c'est de l'énergie pour rien, mais c'est dur. Là il fait, je sais pas, il doit faire un peu plus de 25, peut-être 30 degrés. C'est une route de travaux en fait, tout est en travaux là. Du coup on prenait beaucoup de poussière et c'est assez drôle mais ça m'a bien plu, ça fait du bien. Je suis fatigué mais je vais me remettre rapidement. Il faut.
Nous avons passé la semaine la plus intense depuis le départ. Nous avons fait plus de 300 km et 20 000 mètres de dénivelé positif. Nous entrons dans le parc national du Langtang, ouvert en 1976. Ce fut la première zone protégée de l'Himalaya. On y trouve le très rare pandarou et son invisible prédateur, le léopard des neiges, qu'il vaut mieux ne pas croiser. Ici, la majorité de la population est tamangue. Ils vivent essentiellement du bois qu'ils peuvent récolter dans les forêts. Il n'y a pas beaucoup d'Occidentaux qui sont venus ici avec un vélo. C'est hyper difficile de faire du vélo ici, c'est hyper difficile d'en amener un déjà. Là on va vers Manaslu. Manaslu, 8e sommet du monde, donc on va retourner un peu plus dans la neige, un peu plus sur des terrains très escarpés avec beaucoup de portage, donc un peu moins mon terrain, mais je vais prendre beaucoup de plaisir je pense. Certaines journées sont de véritables sinécures. Je dois porter mon vélo 10 heures durant. Dans l'effort, je cherche à m'oublier. Cette aventure, c'est aussi une quête personnelle, plus spirituelle. Ce sont des heures de méditation et j'en apprends beaucoup sur moi-même. Mais à l'arrivée au sommet d'un col, c'est un sentiment incroyable de liberté, de fierté, découvrant une nouvelle perspective, un nouveau but à atteindre. C'est la délivrance, enfin presque, parce que rouler sur la neige, ce n'est pas facile non plus. Super chute. On va la refaire quand même. À 4380 mètres d'altitude, le lac de Gosai Kunda apparaît devant nous, majestueux. C'est un lieu célèbre, surtout pour les pèlerins hindous et bouddhistes. Selon la légende, c'est le dieu Shiva, assoiffé, qui a créé le lac en perçant un glacier avec son trident, pour obtenir de l'eau. Petite pause, bien méritée. Poursuivant sur des chemins plus que dangereux. Je n'ai droit ni à la maladresse, ni à l'erreur de freinage. Pas même un petit malaise, sans quoi la chute me serait certainement fatale. La fin de la journée nous offre finalement une petite heure de vélo.
Mais cette heure est d'une ivresse invraisemblable, indescriptible. Cher. Namasté. Namasté, hop, 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 hop. Petite surprise pour mon anniversaire. Fêter ses 33 ans dans l'Himalaya, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une belle émotion. La cuisine népalaise est variée, soumise aux influences de l'Inde et de la Chine. Mais tous les jours depuis le départ, nous mangeons un dalbat. Lentilles, riz et curry de légumes. J'avoue, le dalbat, j'en ai plus que marre. 2 kilos. Je n'ai rien dans les jambes. Nous poursuivons à travers une forêt qui a brûlé il n'y a pas si longtemps. Ces derniers jours, de nombreux feux se sont déclarés, décimant plusieurs centaines d'hectares. J'ai toujours adoré le feu. Il y a quelque chose de si pur dans la flamme, de si fort. Moi aussi, je sens mon corps qui brûle. J'ai de la fièvre. Ouais, là, je suis fatigué. Là. Très fatigué. Hier, j'ai passé une journée un peu en enfer. J'ai passé 6 heures difficiles. Après les jours de repos, je savais que ça allait être dur, mais pas à ce point-là, quoi. Je dois avoir un petit virus ou un petit truc qui me travaille. Je suis un peu fatigué. Du coup, j'ai dormi de 17h à 6h ce matin. Ce qui m'est jamais arrivé dans ma vie, mais mon corps, il a peut-être besoin de s'arrêter là, mais ça va pas être demain la veille, donc j'ai essayé de m'accrocher. Je pense que dans 3-4 jours, ça va aller mieux, quoi, mais c'est la deuxième fois depuis le début que j'ai des petits passages un peu en enfer. Là, il y a 2 jours durs, mais pas non plus cauchemardesques. Donc, disons que je suis confiant sur ma capacité à les faire. Après, dans quel état je vais les faire, je sais pas. Mais ouais, une aventure comme ça, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de bas. Là, je suis dans un bas, là. C'est un peu violent. Ouais, ça ira mieux dans 3-4 jours. Prions. Pour tenir toute la journée, surtout le matin, il ne faut pas partir trop vite. Les nerfs sont à vif. Avec la maladie, mon corps est à rude épreuve. Je dois gérer mon effort de longues heures durant. À part quelques larmes, je ne lâche rien. Je suis venu pour ça, me dépasser physiquement,
et tenir le coup mentalement. C'est une lutte quotidienne, une concentration de chaque instant. Mais la saine fatigue du corps, après une journée de lente progression, m'apporte la paix intérieure. Heureusement, les villageois sont magnifiques, sourire aux lèvres. J'en oublie la douleur. Ils sont tout ce que je suis venu chercher ici, des moments uniques et de partage, même si on ne se comprend pas toujours. J'ai passé l'enfer ce matin. J'ai rarement été aussi mal, psychologiquement surtout. Mais on a une lumière de fou là, c'est un joli village. Et les gens sont hyper accueillants, mais ouais, on croyait que c'était une journée cool. Il n'y a jamais de journée cool en fait. Je pense qu'il faut se le mettre dans la tête. Ne restez pas là. Laissez-les, poussez-vous. À qui est ce petit? C'est mon petit-fils. Les 30 millions de Népalais se répartissent en une centaine de castes et de groupes ethniques. Et l'on ne compte pas les langues et les dialectes. C'est difficile de communiquer. Par contre, ils ont tous un remarquable sens de l'hospitalité, même dans les villages les plus reculés. Ah, là, c'est des donkeys, des ânes transporteurs. Là, ils sont à vide, en fait, ils vont jusqu'en haut et ils reviennent avec leur chef. Namasté. Ah, ils ont tous entre 25 et 30 kilos de chaque côté, donc entre 50, 60, des fois plus par âne, selon l'âge et la fatigue, mais ils sont en très mauvais état. Ils ne sont pas du tout considérés et ça coûte moins cher qu'un humain en transport, donc ils s'en foutent, quoi. Ils les utilisent et puis ils les jettent comme beaucoup de choses ici, pas à la poubelle, mais ils les jettent, ouais. Et je sais même pas s'ils les mangent pas, donc voilà, triste destin des ânes porteurs, les donkeys, comme ils les appellent ici. Namaste. Ça fait 2 jours qu'on longe la rivière. En fait, le trekking de Manaslu, c'est longer la rivière et monter petit à petit. C'est souvent ça. Mais là, il fait chaud. Hein. Je pense qu'il fait plus de 25 degrés. Et Nawang a à peu près un problème toutes les heures avec son vélo. Donc, je crains la défection mécanique dans la journée, je pense. Soit une pédale, soit une roue. La pédale a un souci. C'est un vélo chinois. Il est beau, mais c'est fabriqué en Chine. Enfin, c'est du chinois haut de gamme. Celle-là, elle est bien. Ah, pas sûr. Les roulements sont abîmés à l'intérieur. Mais pour cette aventure, ça ira. Là, on est mal placé là, à l'abord du dernier col, 5 km avant l'arrivée. On est un queue de peloton. Là, on va avoir du mal à doubler ces ânes là, avant le checkpoint du repas. Ils sont pas maigres, mais ils sont pas gros non plus. Ah, et c'est dangereux parce que s'ils nous mettent un petit coup de sac de riz là, je pense qu'on va directement dans l'eau. Et normalement, c'est pas plus de 100 kg le pont.
Nous poursuivons toujours vers l'ouest. Pour la plupart des touristes, découvrir l'Everest, le plus haut sommet du monde, surpasse l'attrait des cols les plus élevés. Moi, je veux montrer l'inconnu. Je veux voir d'autres montagnes tout aussi fascinantes. En fait, quand je leur dis non, c'est que je sens qu'ils sont pas en capacité de jouer avec mon vélo et yes. No! You want that? J'essaie de jouer les méchants, mais finalement, je les laisse tester mon vélo. Nous entrons dans le district de Gorkha, une région importante pour l'histoire du pays. Car c'est le roi du Gorkha qui, au XVIIIe siècle, réussit à unifier certains États indépendants des contreforts de l'Himalaya pour fonder le Népal moderne. Les Gorkhas sont réputés pour leur simplicité et leur honnêteté. Ah putain, il m'a pété dessus. Ah, ah. Ah, il m'a pété dessus. Ah, il est dégueulasse. La végétation pourrait faire penser qu'on est en France, mais non, on est bien dans l'Himalaya, dans la région de Manaslu là, et la végétation est flamboyante, c'est hallucinant parce qu'on est à plus de 2000 mètres et surtout la pureté quoi, c'est hyper propre, c'est hyper, on sent que c'est naturel, même si ce chemin on voit aussi qu'il a été bien travaillé pour les touristes et bien élargi même. Ah, j'adore. T'es plus habile que moi. Va doucement quand même. Sur la route, des manis, des pierres gravées de formules bouddhistes sacrées. Au pays des neiges, tous ces symboles sont omniprésents dans la vie quotidienne. Ah, potato. Je mange mes pieds. Non, je mange du porridge. Je mange du porridge 2 fois par jour depuis 5 jours.
pour faire le plein. Puis ça réchauffe surtout, hein. Il fait froid. Ça représente une entrée de village en fait. Tous les villages ont un drapeau, toutes les régions ont un drapeau. Et ça c'est comme nous, nos pancartes blanches et rouges avec marqué les noms de villes en gros. Bah, ça c'est la même chose ici avec un drapeau de prière pour accueillir les gens qui arrivent et leur souhaiter la bienvenue. On a un grand privilège aujourd'hui, on a rencontré trois monks. Là on est dans le monastère, un très beau monastère. Il y a certains monks qui viennent d'ailleurs du Bhoutan, donc le pays le plus heureux du monde. Ils ont commencé à 5 h et ils finissent à 21h30 le soir. Et là on a visité l'intérieur du monastère, c'est très beau et on a eu beaucoup de chance. Ça fait longtemps que vous êtes au monastère? Combien de temps? 6 ans. 6 ans. Et toi? 11. 11 ans, c'est long. Tu es un moine maintenant, un grand moine. Quel âge as-tu? 20 ans? 23 ans. Et toi? 17 ans. Il est 4 h du matin, on est à Samdo, en direction de l'Arc et Pass. Il fait 0 ou moins de 0 là. Je suis congelé. Et, on est parti pour une journée de 8-10 heures, donc j'ai perdu mes gants hier. Ça s'annonce bien. Il fait très froid. On n'a pas beaucoup mangé, on n'a pas trop de bouffe. Tout va bien. Ça va aller pour tout le monde. Nous grimpons à la lampe frontale dans la fraîcheur de la nuit. Mais les premières lueurs du jour ne se font pas attendre. Nous respirons difficilement. Ça c'est Manaslu, 8e sommet du monde. Pour moi c'est le plus beau sommet que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est assez impressionnant de pureté, la neige, et il doit y avoir un bon 1,50 m là-haut, là, donc ouais, à mon avis c'est un sommet très compliqué à gravir en cette période. L'Himalaya est une demeure hostile où l'homme doit parfois se résigner. À chaque pas, je dois redoubler d'attention.
malgré la fatigue et le manque d'oxygène. J'ai mal des montagnes là. Il reste une heure, non, 40 minutes je pense. Ça va être très long. Il manque qu'on bascule et que je mange. Je suis en hypo depuis qu'on est parti. On mange pas assez, c'est dangereux. Pour moi, c'est dangereux. Le manque d'énergie et la fatigue qui s'accumulent depuis 36 jours deviennent mon quotidien. C'est dur, mais cette aventure, c'est aller au bout de moi-même pour réaliser mon rêve. Pour cela, je dois me surpasser. D'assister à une belle avalanche et qui est descendue presque jusqu'à nous. C'était assez impressionnant. On a eu la chance de pas être en dessous parce que là, rien que le souffle était très très impressionnant et le bruit, ouais, on sent que c'est puissant quoi. Je pense qu'on va pas traîner ici très longtemps. Là, on est à plus de 5000 mètres. Ça fait une adaptation cardio-respiratoire et cardiovasculaire assez importante. En gros, on en chie, c'est dur. Mais après, voilà, c'est un col, on bascule et derrière ça va mieux, quoi. Donc on récupère 13 km en 5-6 heures d'effort. Voilà, vous pouvez mesurer la difficulté de l'effort parce qu'on n'est pas... On est des sportifs quand même accomplis et du coup, ouais, c'est dur, c'est un bel effort. Je suis sur le toit du monde et je suis heureux, enfin. Rapidement, nous redescendons au milieu des lauriers et des mythiques rhododendrons. Nous sommes à 15 jours de l'arrivée. Nous voici à présent dans les Annapurna. C'est la région la plus visitée du Népal. Elle délivre plus de permis que l'Everest. Let's go! Sur le chemin, des moulins à prière sont disséminés un peu partout. D'après les croyances populaires, la rotation du moulin éloigne les mauvais esprits, les maladies et la malchance. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple que les autres jours. Parce qu'on va pouvoir rouler longtemps. J'ai dit qu'on roulait aujourd'hui. We can ride. Toute la journée. Les gens me demandent souvent qu'est-ce qui te pousse à faire ça, pourquoi ces projets, pourquoi ces excès. En fait, c'est ma maison ici. Il n'y a que là que je me sens vraiment bien et vraiment moi, donc ça n'a aucun intérêt de monter un sommet comme ça, mais là on va vivre un truc de fou parce que là on en a pour 2 heures de descente et on a réussi quoi. On a réussi quelque chose et on a réussi grâce à nous quoi. Personne nous l'a donné. On est dans des sociétés de communication, de réseau. Là le réseau il n'existe plus là. On est chacun face à nous-mêmes et en même temps on est solidaires. Et c'est ça le plus beau parce que là on est dans un paysage extraordinaire. C'est presque lunaire. Moi je me sens jamais aussi bien que lorsque je suis
au sommet d'une montagne, donc ouais, dépassez-vous, dépassez-vous et n'oubliez jamais vos rêves. Le bonheur, il est pas dans l'enfermement, dans l'ostracisme et compagnie, il est dans le partage, dans le dépassement, quel qu'il soit. Mais là, je suis heureux. Je sais pas ce qui est vraiment l'ordinaire, en tous les cas, j'essaie d'aller toujours plus loin dans la recherche de moi-même, dans la recherche de l'autre aussi, parce que là on a évidemment rencontré beaucoup de gens sur notre passage. Je connaissais une partie infime du Népal, là j'en connais beaucoup plus et à chaque fois que je visite un pays, c'est ce que j'essaie de faire, même si c'est parfois succinct, c'est parfois qu'un regard ou qu'un sourire ou qu'un namasté, mais ce genre d'aventure, c'est pas qu'une aventure individuelle, c'est pas qu'un projet de dépassement de soi, c'est la vraie découverte profonde de soi et des autres. Donc, ouais, c'est ça, rêve d'Himalaya, mais il y aura d'autres rêves ailleurs, et il y en aura d'autres ici, j'en suis sûr, parce que je suis amoureux de ce pays, je suis amoureux de ces gens. À 10 jours de la fin, les choses s'accélèrent. Nous portons de moins en moins nos vélos. Nous traversons des paysages déchirés, déchiquetés par l'érosion. Ils sont asséchés par les vents, blanchis par la neige. Mais ils sont d'une telle beauté. Ici, je m'abandonne complètement. Ah, le bonheur! Parce que j'en ai chié! C'est l'un des derniers territoires encore véritablement sauvages sur la planète. Un lieu sacré, où l'homme n'a que très peu sa place. D'ailleurs, le peuple népalais a bien compris que face à la nature, il valait mieux faire profil bas. Les tremblements de terre sont fréquents et meurtriers. Les moussons emportent les routes. Les épidémies ravagent les villages. Waouh! Bravo! Face à nous, les montagnes de la démesure, authentique nature. Le vélo que j'aime, c'est d'arriver comme ici dans des endroits incroyables. Je suis devenu cycliste pour ça, pour l'aventure et la découverte. De l'aube au crépuscule, et parfois dans la nuit, nous avançons dans la solitude et l'asphyxie de l'altitude. Je suis sur le chemin de mon âme, une méditation extrême. Je dirais que là, ça passe en vélo. Hein. On va le savoir tout de suite. C'est soit oui, soit c'est l'hôpital. Ah ouais. Ah ouais, bien joué. Ouh là là. On va se prendre pour un Népalais comme ça.
Bienvenue. À toi aussi, bienvenue. Venez, on fait une photo. C'est ce qu'on appelle un jour sans. Putain, ça faisait 15 jours que ça m'était pas arrivé. Ah, c'est long. C'est long, c'est long. J'ai pas de force. Il fait chaud, très humide. Je suis hyper faible. Putain, c'est horrible. Il n'y a plus rien. Les derniers jours sont les plus difficiles. J'ai de nouveau un virus qui m'affaiblit. Je suis à bout. Je puise le peu d'énergie qu'il me reste pour boucler l'aventure, dans la neige et le froid. Nous sommes à 200 km du but. Mon vélo, je voudrais le jeter, l'écraser. C'est bien la première fois. Mais nous sommes au Népal, le pays qui a vu naître le Bouddha, un endroit béni des dieux. Alors je cherche au plus profond de moi les capacités de continuer. Je viens d'en refaire, putain. Je viens d'en faire. Putain, j'en ai marre là. Je suis épuisé. Comment allez-vous? Bien? Et monsieur le professeur, il parle pas bien anglais. C'est quoi ton nom? Non, pardonne-moi. Comment tu t'appelles? À 100 km de l'arrivée, je me retrouve seul sur la route. Ce matin, plié de douleur, Ngaong n'a pas pu se lever. Sans doute le dalbat de la veille. Moi, si près du but, je continue jusqu'au bout. La tête dans les nuages, je termine donc seul mon rêve d'Himalaya. Dernière fois que je porte mon vélo. Dernière ascension. On va le faire. Est-ce que 60 bornes? Si vous voyez une route qui serpente, dites-vous que c'est là que je veux être, tous les jours. Je veux être libre, sur mon vélo. Découvrir à chaque virage un nouveau paysage, un nouvel objectif à atteindre. Derrière ces montagnes, c'est la Chine, le Tibet.
Enfin, après 51 jours d'aventure, 2000 km parcourus et 90 000 mètres de dénivelé positif, j'arrive à Ilsa, au milieu de nulle part, sur les genoux. Je suis hyper ému d'être là à Ilsa et je vais pas craquer là, mais j'ai beaucoup d'émotions. Je suis un peu bouleversé. Allez. Enfin bref, je suis fier de moi. Et ça sent le craquage, le craquage total de nerfs, mais voilà. Difficile de ne pas craquer. Comment vivre normalement après ça? Je regrette que Ngaong ne soit pas là pour partager cette émotion. Mais je suis heureux, fatigué mais heureux. Le Népal pour moi c'est une évidence. Je reviendrai, c'est certain. Avec mon vélo jouer les acrobates sur le toit du monde. Aujourd'hui je suis fier, et quand je ferme les yeux, je rêve de ma prochaine aventure.